Bienvenue dans Histoire et Mémoire, bienvenue à Sidi Qada, bienvenue dans ce haut lieu de mémoire et d'histoire, la Zmala de l'Émir Abdelkader, ou bien ce que l'on appelle la capitale mobile où l'émir s'est installé ici à partir de 1841, date de l'occupation de Mascara. Une Zmala qui se caractérise par ce jardin d'oliviers. Il y a exactement 83 oliviers qui sont classés et protégés. C'est des arbres qui témoignent d'une glorieuse époque, celle de la résistance de l'Émir Abdelkader, entamée pas loin d'ici, dans la plaine de Ris, sous le frêne à Derdara, où l'émir va sceller avec les tribus, tout d'abord de l'Ouest, le pacte de la Moubaïa. Ça sera le point de départ de la résistance, mais aussi le point de départ de la construction de l'État algérien moderne. Dans cette Zmala, il y a encore des vestiges qui témoignent de cette époque, tels que le mur d'enceinte ou encore le hammam de l'Émir Abdelkader. Aujourd'hui, nous allons revenir dans le cadre de cette émission qui sera consacrée à l'émir sur quelques aspects de sa résistance, mais aussi quelques aspects de son parcours au niveau national et au niveau international. L'émir qui s'est imposé comme une figure emblématique de la résistance va marquer l'histoire de l'Algérie au XIXe siècle, mais il va marquer également le monde entier où il sera vénéré par certains et adulé par les grands de ce monde à l'époque. Dans quelques instants, je vais rejoindre mes invités au musée du Moudjahid de Mascara. À tout à l'heure. Bienvenue au musée national du Moudjahid de Mascara, bienvenue dans votre émission Histoire et Mémoire. Avant de vous présenter les invités de cette émission qui sera consacrée à la figure emblématique de la résistance contre le colonialisme français, à cette figure qui a marqué notre histoire et l'histoire du monde entier au XIXe siècle, place au sommaire de l'émission. Nous aurons dans une première partie à aborder la naissance, l'origine de la Moubaïa de l'Émir Abdelkader. Ensuite, nous allons aborder ses prouesses militaires à travers deux exemples importants, la bataille de la Makta et la bataille de Sidi Ibrahim. En fin de l'émission, nous allons revenir sur la dimension universelle, mondiale de l'Émir Abdelkader. Pour donc revenir sur l'histoire de l'Émir Abdelkader, son parcours et son œuvre à travers l'histoire de l'Algérie, j'ai le plaisir de recevoir M. Belkacem Hadjaïl, un fin connaisseur de l'histoire ancienne et l'histoire récente de Mascara. M. Belkacem Hadjaïl, bonsoir et bienvenue dans Histoire et Mémoire. J'ai le plaisir de recevoir également M. Abdelwahab Belghras, et les chercheurs au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Monsieur Abdelwahab Belghras, bonsoir et bienvenue dans Histoire et Mémoire. Et enfin, j'ai le plaisir de recevoir l'historien, le chercheur et l'enseignant à l'université d'Oran, Monsieur Abed Sultana. Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui sera consacrée à l'Émir Abdelkader. Je commence avec vous, Monsieur Belkacem Hadjaïl. Le 27 novembre 1832, l'Émir Abdelkader va marquer l'histoire de l'Algérie dans un contexte terrible, celui de la colonisation. Si vous permettez, avant de rentrer dans le sujet, je voudrais remercier votre chaîne, AL24 News, ainsi que vous-même, pour l'intérêt, le grand intérêt que vous accordez à l'histoire de notre Algérie d'une manière générale et à celle
de son fondateur, en l'occurrence l'émir Abdelkader, Allah yarhamou. Il me plaît aussi que cette émission soit enregistrée à la source même à laquelle a bu l'émir Abdelkader. Mascara, c'est connu, elle a été l'aube, ou plutôt le berceau de l'humanité à un moment donné, avant que ce titre ne lui soit enlevé par la wilaya de Sétif. Donc, Mascara, on peut dire qu'elle est le berceau de l'humanité en Afrique du Nord, mais elle est aussi le berceau de l'Algérie, la fondation de l'État algérien, grâce à qui? Grâce à l'émir Abdelkader. C'est vrai, il n'est pas né à Mascaraville, il est né à une trentaine de kilomètres, mais n'empêche que l'acte fondateur de l'État moderne algérien a eu lieu à Mascaraville, à quelques centaines de mètres d'ici, à la mosquée connue sous le nom de mosquée El Moubaya, la deuxième Moubaya. Donc on ne peut que s'en féliciter, aussi bien les Mascariens, enfin les habitants de la wilaya de Mascara, que les Algériens d'une manière générale. Bien sûr, pour comprendre et pour apprécier le passage, ou plutôt cette naissance, il faut revenir un peu à ce qui a précédé cet acte fondateur, à savoir, il faut le dire, d'ailleurs c'est ça qui a un peu causé l'agression et la colonisation de l'Algérie, la situation qui prévalait d'une manière générale, et puis bien sûr l'agression française, à laquelle d'abord le père de l'émir Abdelkader avait levé l'étendard de la résistance avant que le relais ne soit pris par son fils pour énormément de considération, l'âge en particulier. Bon, ce qu'il y a de très intéressant et à constater, c'est l'âge qu'il avait à l'époque. Ouais. Il est né en 1808. Et la Moubaya, la première Moubaya, a eu lieu en 1832. Donc il avait 24 ans. 24 ans. Si on peut faire, bon, on ne peut pas comparer entre ce qui se passait à l'époque et actuellement, mais à 24 ans, arriver à s'imposer, entre guillemets, comme émir. Et à fédérer. Justement, j'allais y venir. Et puis, tenter et faire et arriver et réussir à fonder un État, bien sûr, après avoir fédéré des tribus qui n'étaient pas toujours en accord entre elles. Hein, j'y ai fait mention, disons, au début. À 24 ans, ce n'est pas donné à tous ceux qui ont cet âge-là. Et comme dit l'adage, ou plutôt la citation, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà ce que je voulais dire en entrée pour ce qui est de... Monsieur Abdelouaheb Belgharas, cet acte fondateur qui sera tout d'abord donc scellé dans la plaine de Ghris, ensuite à la mosquée de Sidi Hassan, l'actuelle mosquée El Moubaya, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été façonnée par la formation même de l'émir, c'est-à-dire bien avant l'agression et la colonisation française et bien avant donc le retour de l'émir de son long pèlerinage. طبعا شكرا لهذه الاستضافة. كما هو معلوم في القرن التاسع عشر المؤسسات العلمية والثقافية زيادة عن المساجد كانت هي الزوايا،
والتعليم في الزوايا كان عنده عدة خصوصيات خاصة في المنطقة المغاربية وفي الجزائر على وجه الخصوص. وكانت تدرس المواد المعروفة يعني فقه قرآن إلى آخره. وزيادة عن هذا كان هناك ما يسمى بالسلوك. السلوك عند أصحاب الزوايا مهم جدا لأنه مرتبط بذكر الله وببعض المقامات التي يترقى فيها المريد بين قوسين لديسي في هذه الزاوية. إلى جانب طبعا يعتبر الأمير عبد القادر أن معلمه الأول هو أبوه محي الدين، وكما هو معلوم الشيخ محي الدين كان مقدم للطريقة القادرية في منطقة معسكر في القيطنة. إذن هذه عندما نعود إلى 1832 المبايعة الأولى والثانية طبعا سوف نجد انعكاس لهذه المعارف التي أخذها في زاوية القيطنة. ثم والرحلة هي جزء، لأن هناك مفهوم السفر في فواياج هو عبارة عن مصطلح في التصوف، الطرق في الزوايا. سفره المادي وهو صغير مع أبي إلى الحجاز ثم العراق مرورا بالشام، وما أخذه وما لاحظه وبعض الشيوخ الذين التقى بهم وبعض الأشياء التي رآها، كل هذا سوف ينعكس في مواقفه فيما بعد. فقط أريد أن أشير إلى أن مفهوم الشاب الثقافة الإسلامية قد لا يعني بالضرورة بغض النظر عن النص، وهذا نوجدوه حتى في الغزوات نتاع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الكثير من الشباب كانوا يشاركون وكانوا أحيانا يأخذون يعني، ولهذا سمى نفسه أمير بالمعنى العسكري وليس بالمعنى يعني بالمعنى السلطة أو الملك أو السلطة السياسية. طبعا هناك أيضا مسألة مهمة ونحن نتكلم عن الأمير المتصوف فيما بعد، وهي الرمزية. كلمة المبايعة ثم الشجرة، شجرة الدرداء، يعني كأنه يقلد المبايعة التي الذين يبايعونك تحت الشجرة، مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الرمزية المهمة جدا في كل السلوكات التي قام بها الأمير عبد القادر. ولهذا نجد أن هذا التعليم بين قوسين اللي نسميه تقليدي اللي هو تعليم في الزوايا كان ممكن نقول كانت له ميزة، لأنه يجمع بين النظري والتطبيقي، ولهذا هو جسد كل هذه السلوكات في مواقفه، والتي ربما ستتجلى فيما بعد أكثر في جهاده. طبعا الجهاد هو مرحلة من التصوف اللي نسميها الفتوة، يعني الفتوة فيها شجاعة وفيها وقوف ضد الظالمين ووقوف مع المستضعفين، ثم الدفاع عن الأرض اللي هو مسألة مهمة. ولهذا حتى الجهاد عنده نظرة روحانية مهمة جدا تتجاوز النظرة اللي ممكن نراها هكذا عن قريب. إذن فهناك جانب الرمزية وجانب الباطن، لأن نعرف بأن في التصوف أيضا هناك جانب ظاهري وجانب باطني، وهذا الجانب الباطني يحتاج إلى تأويلات، وربما هناك أشياء كثيرة عندها طابع قدسي، ولكن هذا لا يمنع من المسألة الموضوعية، لأن فعلا هذا الشاب ابن 24 سنة كان متمكنا، كان قويا، كان فارسا لشيفالي معروف. كل الذين كتبوا عليه أنه وفي تلك المرحلة طبعا الفروسية كانت هي السلاح الأساسي لخوض المعارك والحروب. ثم أيضا كان عنده نظرة بحيث استطاع، وهذا ربما يفصلوا فيه كثير المؤرخين، كيف كان ينظم جيشه. كل هذه الأشياء عندها علاقة روحية وعندها علاقة موضوعية بتطور. Nous allons y revenir, Monsieur Blagras. Monsieur Ahmed Sultan, donc le symbolique est important dans l'acte de la première Moubaya'a au niveau de la plaine d'Orlis. Ce qui est symbolique dans l'acte de la Moubaya'a, c'est que l'émir Abdelkader, au départ, a voulu inscrire son action dans la continuité de l'héritage prophétique, en insistant sur la Moubaya'a, sur l'arbre d'Ardara, dans la plaine de Oris. Et à travers cet acte, l'émir Abdelkader a voulu revivre l'expression prophétique.
La Moubaïa, qu'on traduit d'une façon Allégeance. Allégeance. Ouais. Donc, allégeance, Moubaïa, ça ne donne pas le même contenu, du moins culturel. La Moubaïa, c'est un contrat moral entre l'émir Abdelkader et ses électeurs. Et le peuple. Il faut oser le dire. Hein. Oui. D'ailleurs, sur le plan symbolique, il va choisir un poète, c'est Tahar Ben Hawa, pour tout d'abord clamer un poème d'une extrême importance. Je vous invite à l'écouter et on revient juste après. Ok. بسم الله نبدأ نظم شريف الانساب سلطان العرب والناصر للدين. جده الرسول طه محمد ميهاب وأباه حيدر سيف المسلمين. نسل العلم والتقوى والسيف والأحراب. سلسلة الأبطال المجاهدين. سلسلة الأشراف ناس السنة والكتاب. عبد القادر ثرايا محي الدين. بن مصطفى بن محمد شيخ الأعراب. بن المختار عرف العلم المبين. بن عبد القادر الوالي. بن أحمد في الألقاب. بن خدة سلطان الصالحين. بن محمد بن عبد القاوي المستجاب. بن علي بن أحمد قطب العارفين. بن عبد القاوي بن خالد قطب الأقطاب. بن يوسف التقي بن أحمد الزين. بن بشار بن محمد مول القباب. بن مسعود بن طاوس بقبرين. بن يعقوب مول الكرامة والخطاب. بن عبد القاوي إمام المتقين. نعطوك ماينة فك القيد من الرقاب. نبيعوك بالطاعة واليقين. بن حوى الطاهر لكم يهدي الركاب. في حاو ميم وال1200. Le poème consacré par Tahar Ben Hawa donc à cet acte de la Moubaïa, à travers lequel il a restitué la généalogie de l'émir Abdelkader. D'accord, parce que dans l'élévation de l'émir Abdelkader, il y a l'enjeu généalogique qui est important. déterminant hein, Ouais. dans l'élévation de l'émir Abdelkader, parce que l'émir Abdelkader il est issu d'une famille de Chofa. Oui. Donc, et l'enjeu généalogique est déterminant dans le corps tribal. Donc, c'est très déterminant. C'est Tahar Ben Hawa, dans ce poème, fait l'éloge de l'émir Abdelkader et puis fait l'éloge aussi de ses origines. N'oublions pas, c'est Tahar Ben Hawa, c'était le poète de l'émir Abdelkader. Et c'était lui qui a répondu au célèbre poète Ould Mohamed Del Bourj, quand il a critiqué l'émir Abdelkader, en disant que عمرنا ما شفنا سلطان خرج من زاوية ما شفنا حضريت قيد, comme il voulait sous-estimer L'émir. la Moubaïa de l'émir Abdelkader. Donc, c'est Tahar Ben Hawa, il a pris la défense de l'émir Abdelkader en disant sur l'émir Abdelkader حيت سنة الدين في الزمان الهالك نقمة اللي من طغايا عذاب من بغضوك. C'est-à-dire il inscrit la Moubaïa de l'émir Abdelkader comme étant un acte qui s'inscrit dans la continuité de l'héritage prophétique. Et puis l'acte lui-même, c'est-à-dire le texte de la Moubaïa qui était lu en arabe algérien à l'époque, Oui. c'était pas un choix fortuit parce que l'émir voulait garder cette proximité avec le peuple, avec tous les Algériens. Donc je vous propose d'écouter un extrait donc, de la déclaration de la Moubaïa et on revient juste après. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معاشر العرب والبربر أن الإمارة الإسلامية والقيام بشعائر الملة المحمدية قد آل أمرها الآن إلى ناصر الدين السيد عبد القادر بن محي الدين، وجرت مبايعتهم على ذلك من العلماء والأشراف والأعيان في معسكر، وصار أميرا لنا ومتكفلا بإقامة الحدود الشرعية، وهو لا يقتفي أثار غيره، لا يحذو حذوهم، ولا يخصص لذاته مصاريفا زائدة عن الحاجة كما الغير يفعله، ولا يكلف الراعية شيئا لم تأمر به الشريعة المطهرة، ولا يصرف شيئا إلا بوجه الحق. وقد نشر راية الجهاد
وشمر على ساعد الجد لنفع العباد وعمران البلاد. فمن سمع النداء فعليه لتقديم الطاعة وأداء البيعة لإمام منكم، فاعلموا ذلك وبادروا بامتثاله ولا تشقوا العصا، ويذهب بكم الخلاف إلى ما لا خير لكم فيه دينا وأخرى. Voilà, c'était là un extrait donc de ce texte fondateur de l'ACLO, la naissance de l'Algérie, Oui, le de thème l'État algérien moderne. le thème de la Moubaïa, c'était l'acte fondateur de l'État algérien moderne, qui a été fondé par l'émir Abdelkader. Et ce qui attire notre attention sur ce texte, c'est qu'il est écrit en langue, on parlait algérien, disons, Parler algérien. pour toucher le Maximum de personnes. le maximum de tribus, parce qu'il avait affaire à un corps tribal, l'émir Abdelkader. Donc, n'oublions pas ça. C'est-à-dire, il avait affaire à un corps tribal. Et corps tribal travaillé par les antagonismes d'ordre ethnique, d'ordre politique, d'ordre même économique. Donc, pour gagner ce corps tribal à sa cause, il fallait s'adresser à ce corps tribal en termes, c'est-à-dire populaires, disons. Monsieur Belkacem Hadjaï, donc juste après la première Moubaïa, il va y avoir la deuxième, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis l'émir ne va pas perdre du temps, il va entamer la construction de cet État et la mise en place de ces institutions. Passer d'un État à un autre, Oui. ça demande beaucoup, surtout beaucoup d'intelligence et beaucoup de diplomatie. Et de perspicacité. Perspicacité, effectivement. L'émir Abdelkader, au lendemain de son intronisation comme émir, devait faire face au moins à 3 défis. Oui. Le premier défi d'ordre intérieur, pour imposer son autorité comme émir. Le deuxième défi, c'est faire face à la colonisation française. Le troisième défi, c'est aussi étendre son influence hors de l'Algérie, hors de son pays, Oui. hors de l'État qu'il venait de fonder. En préambule, nous avions parlé de fédération. Oui. Hein? Parmi les grands défis, justement, c'était de fédérer les tribus qui composaient tout au moins la région, puisque ça, le départ de la construction de cet État s'est fait à partir de l'Ouest. Et puis ça s'est étendu, bien sûr, avec le temps. Ces défis-là, il y avait d'autres défis pratiquement, c'est pas pratiquement, réellement, ils partaient de rien. Il n'y avait aucune base Oui. d'un État, sous quelque forme que ce soit. C'était des tribus qui étaient indépendantes les unes des autres, parfois ennemies, hein, et il fallait qu'ils les fédèrent et qu'ils constituent un État, ce qui veut dire qu'il fallait qu'ils constituent une armée d'abord. L'armée d'abord, oui. Ah, c'était la première des conditions. Sans armée, on a beau être diplomate, on a beau être perspicace, on a beau être intelligent, mais si on n'a pas la force, on peut rien réaliser. Entreprendre. Voilà. Il fallait qu'il, sur le plan social, sur le plan politique, organiser, si on peut employer les termes modernes, une organisation territoriale Territorial, oui. du pays, trouver des personnes sur qui il pouvait compter et qui, bien sûr, devaient épouser mais ses propres vues, avoir le même projet, viser les mêmes objectifs. Et il a pu, malgré cela, en partant de zéro, arriver à réaliser ce qu'il devait réaliser. Et là, certains utilisent le terme grand.
l'émir Abdelkader, on peut le compter parmi les grands hommes. Oui. Les grands hommes, à son œuvre, mais une œuvre qui, disons, qui n'a pas disparu avec sa disparition, puisque son esprit, son enseignement, les principes sur lesquels il a basé la construction de Les son valeurs, État les valeurs qu'il Les valeurs. a fondées, qu'il incarnait également. sont toujours d'actualité. Et là, on est obligé de constater plutôt de revenir au moteur principal de son action, ce qui faisait son action. Ce qui faisait son action, c'était la religion islamique, l'islam. D'ailleurs, toutes ses actions, quelles qu'elles soient, dans quelque domaine de ce soit, étaient sous-tendues par tout ce qui faisait l'islam. Justement, vous me tendez la perche parce que j'aimerais rebondir avec Abdelwahab. Oui, allez-y. Pour rebondir sur la question qu'a posée Sib Qassem, sur la fédération des groupes ou des tribus, c'était le grand défi de l'émir Abdelkader. N'oublions pas que sur le plan social, l'Orani à l'époque, ou le Beylk Ouhran à l'époque, est constitué de 3 types de tribus. Il y a les tribus Raïa, c'est-à-dire les tribus corviables, et les tribus Makhzen, et puis les tribus indépendantes. Donc le corps social est constitué de ces 3 types de tribus. Donc l'émir Abdelkader, il avait à fédérer ces trois genres de tribus. Composantes, Ces 3 composantes. Makhzen, Raïa, indépendant. Et on remarque que lors de la première Moubaïa, à Gris, l'émir, il a été élu par 3 tribus importantes de l'ouest algérien, à savoir les Bni Amr, les Ghreba et les Hchem, sa propre tribu. Ces 3 groupes, ou ces 3 tribus, à la fin de l'État turco-ottoman en Algérie, ont joué un rôle primordial dans les révoltes de Darqawa et la révolte des Tijaniya. C'était des tribus Raïa et ils ont joué un grand rôle dans la révolte des Darqawa et de la révolte des Tijaniya. Donc, et ces 3 tribus se caractérisaient par leur poids, premièrement militaire, démographique et économique. Donc, il y a ces 3 tribus, puis il y a le deuxième aspect qui a favorisé l'élévation de l'émir Abdelkader, c'est la religion. La religion, comme acteur principal, comme disait Ibn Khaldoun, Da'wa Diniya et la Asabiya des tribus. Donc, je reviens par rapport à cette question avec Abdelwahab Belgharis. Donc, la religion était déterminante dans l'action de l'émir. Et j'aimerais qu'on revienne également sur la révolte des Darqawa. C'était important. C'était d'ailleurs une zaouia très très importante qui va jouer un rôle tout au long de la colonisation en termes de révolte, de résistance et de lutte de libération par la suite. N'est-ce pas, monsieur? إضافة إلى ما ذكر هناك الجانب الديني، وعندما يتعلق الأمر بالطريقة أو الزاوية هنا يكون الجانب الديني ممكن نضيف له أيضا الروحي. وفقط حتى أن الدارسين الأنثروبولوجيين اللي درسوا الطرق الصوفية، صحيح أن الجزائر هذه القبائل اللي تكلمنا عليها اللي ذكروها الأساتذة، هناك عامل يخفف من حدة هذه القبلية وهو الطريقة. بمعنى نحن ننتمي إلى قبائل مختلفة ولكن ننتمي إلى طريقة واحدة. مثلا انتمائنا للطريقة القادرية يخفف من حدة الاختلافات القبلية، وهذا هو هذه هي العبقرية
التي قام بها سواء عن طريق الثورة الدرقاوة في الفترة العثمانية والأمير عبد القادر فيما بعد، بمعنى أن استطاع طبعا الدين كدين والارتباط ايضا بالشيوخ، لان في تلك الفتره كما ذكرت من قبل ان الزوايا اللي كانت تقريبا في القرن التاسع عشر هي التي كانت لا كويزون سوسيال طبعا لا كويزون سوسيال، وايضا حتى تسيير شؤون الدين. الشان الديني كانت في القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين تقريبا كان كله يسير عن طريق طبعا هناك Je vous rejoins. La tribu maraboutique qui va jouer le rôle. القبيلة المرابطية c'est la tribu maraboutique qui va éliminer les clivages d'ordre culturel, d'ordre ethnique. Donc, au sein de la tribu maraboutique, on trouve et les tribus arabes d'origine arabe et les tribus d'origine berbère sous la coupe du marabout et la tribu maraboutique qui va jouer un rôle primordial. طبعا هنا تولي هنا الطريقه، طبعا الطريقه القادريه، وربما حتى فيما بعد ونعرف كيف ان استطاع ان يوحد حتى مع الطرق الاخرى، لانه هو لم يحمل شعار طريقه ويحمل شعار الدين والوطن بمفهومه انذاك عندما كان يحارب المستعمر. وايضا الجانب الاساسي الذي ربما وذكروه كتبوا عليه الكثير من الأسرى الفرنسيين الذين كانوا عند وقعوا تحت سيطرة الأمير، أنهم ذكروا الأحداث التي تذكرنا بالمرحلة الأولى للإسلام، لصدر الإسلام. وهنا يبان الأساس الديني أننا نعود من مرة جديد بعد أن كانت الحضارة الإسلامية والصراعات بين الخلفاء وغيرها والإمبراطورية الإسلامية، الآن وكأننا مع الأمير، وكأن الإسلام يعود من جديد في صورته الأولى. المواقف التي كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كلها يتحدث عنها الذين وقعوا الفرنسيين الذين وقعوا أسرى في وهو ظل كذلك حتى ربما سنتكلم فيما بعد في 1860 عندما وقف إلى جانب المسيحيين. قال في دمشق عندما سئل قال إنه موقف الإسلام وحقوق الإنسان، زاد حقوق الإنسانية آنذاك، بمعنى أنه كان دائما يتصرف وفقا لكونه مسلم، لتعاليمه الدينية والقيم الروحية التي تمسك بها. Avant de vous donner la parole, donc je vous propose d'observer une petite pause de quelques minutes et on revient juste après. Nous sommes toujours avec vous au musée national du Moudjahid de Mascara. Nous évoquons le parcours et la résistance de l'émir Abdelkader contre le colonialisme français. Nous avons abordé dans une première partie la naissance de l'État algérien moderne, donc sur la plaine de Ris, suite à la Moubaïa du 27 novembre 1832. Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer notamment comment l'émir avait mené la résistance à travers des actions d'éclat, à travers deux batailles importantes qu'il avait menées contre l'armée coloniale française. Monsieur Abd Sultana, nous savons que dans la stratégie de l'émir, la stratégie militaire, l'organisation du territoire algérien était déterminante. Très déterminante même parce que comme on l'a souligné tout à l'heure, l'émir avait affaire à organiser un espace social. Donc miné par des antagonismes, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ordre religieux, d'ordre socio-culturel et tout. Donc l'émir Abdelkader, avant d'instaurer les bases de son État, de son pouvoir, donc, il avait à faire unifier les tribus autour de son projet centralisateur. Parce que la centralité, c'était important à l'époque. C'était très important pour la construction d'un pouvoir ou d'un État. Donc, la centralité passe par quoi? Passe par le monopole. L'émir Abdelkader, il devait avoir le monopole des armes,
le monopole du commerce et le monopole de la justice, et parce qu'il tenait donc à une justice importante, et c'est pourquoi il va créer une sorte de la cour des cours. Donc, Oui, il a créé un corps de justice qui se diffère de ce qui se pratiquait l'Algérie à l'époque turco-ottomane. Donc, on avait, à l'époque, on avait une justice à double vitesse. L'émir Abdelkader, quand il a instauré son système judiciaire est basé sur la charia, sur la charia, et puis sur la légalité entre tous le composant de la société. Donc, et l'émir Abdelkader avait affronté, des clivages. Surtout cette question entre les tribus Raïa et les tribus Mkhzem. Bon, les tribus Mkhzem, c'était des tribus privilégiées à l'époque turco-ottomane. Donc, comme l'émir va faire venir ces tribus à son système judiciaire qui est basé sur la légalité. Alors, donc, on a dit qu'il y avait un découpage territorial des 8 khalifaliques, et à la tête de chaque khalifalique, il avait donc un khalifa, donc un lieutenant, et le choix de ces lieutenants était également très très important, très rigoureux dans sa stratégie militaire, n'est-ce pas? Donc, il était le choix de ces khalifas, de ces haras, de ces chouyours, de ces cadis, était un choix basé sur des critères très sévères. Surtout l'émir insiste sur la moralité de ces khalifas et de ces cadis. Donc, pour mener à bien son projet, son projet de société et de l'État. Donc, une telle organisation, M. Brahim Hadji, va surprendre le système colonial qui, au départ, sous-estimait donc les forces et l'action de l'émir, n'est-ce pas? Vous savez, C'est-à-dire jusqu'à cette bataille de la Marta. Donc, vous savez, le grand tort de l'Occident, c'est d'avoir et de continuer à voir en les Arabes d'une manière générale, en les musulmans d'une manière générale, en ces peuples qui étaient opprimés, des sous-hommes. Ils n'auraient jamais imaginé qu'ils allaient trouver en face d'eux une résistance dans le sens propre du terme. Une résistance qui, encore une fois, dont le moteur principal était l'islam. Et lorsque l'émir Abdelkader a proclamé la résistance, le terme qu'il avait utilisé, c'était djihad. Dans le sens propre du terme, dans le sens islamique du terme, et non dans le sens qui est actuellement galvaudé par l'Occident. Djihad, dans l'esprit de l'émir Abdelkader, d'ailleurs ce qu'il a fait, c'était de ne pas répondre aux colonisateurs français de la même manière de mener la guerre. L'un tuait, l'autre évitait de tuer. L'un coupait les têtes, l'autre évitait de couper les têtes. L'un brûlait, l'autre évitait de brûler. Ce sont donc tous ces principes islamiques qui sont basés sur la tolérance, sur le respect d'autrui, quel que soit, sans distinction de race, de religion. On parle de xénophobie actuellement, on parle d'islamophobie, on parle de racisme. Ces notions existaient à l'époque. Mais l'émir Abdelkader, dans son action, faisait tout justement pour lutter contre ces trois éléments. N'oublions pas, pour aller vite, comme vous nous l'avez demandé, à l'âge qu'il avait, 24 ans, durant toute la période durant laquelle il a résisté 17 ans, à peu près 17 ans, il a eu à faire face à près de 140 généraux. Et il a mené près de 120 batailles. 106 000 hommes qui ont été mobilisés à l'époque, au XIXe siècle. Mais lorsqu'ils ont envahi l'Algérie, c'était 110 000 hommes. Ouais. L'intervention première, c'était 110 000 hommes.
avec bien sûr des moyens qui n'étaient pas comparables à ceux dont il disposait. Ce n'est que des années après. Mais comment cette première bataille va complètement bouleverser donc les forces coloniales à l'époque? La bataille de la Marta. Donc, Mais encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Là. Ils sous-estimaient la force et la puissance de l'émir Abdelkader, même s'ils utilisaient le mot puissance. Mais pour eux, puissance, une petite puissance. ouais. Et d'ailleurs, l'expédition, ils utilisaient le mot expédition, le terme expédition. C'était dans l'intention, comme il le déclarait, de réduire la puissance de l'émir Abdelkader. Ça avait débuté en décembre 1835, la première tentative pour avoir l'émir Abdelkader, c'était en décembre 1835, quand ils avaient résolu de venir à Mascara et de l'occuper. C'est vrai, ils sont parvenus à Mascara en décembre, mais ils n'ont pas pu rester plus de 2 ou 3 jours. Et ils ont été obligés, d'ailleurs à l'époque, le prince qui accompagnait Clausel, hein, il avait failli, il avait été blessé. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons qui les avait obligés à fuir de Mascara. Mais il avait failli être enlevé. Ça, c'est la première tentative. La deuxième tentative, c'est justement la bataille avec la bataille de Marta en juin 1835. Et là, c'était... Qui était un revers. L'émir qui les avait précédés, il les avait, attendus en cours de route du côté de la Makta. Et c'était la première grande défaite, comme jamais la France n'avait connu dans une guerre coloniale, compte tenu des pertes humaines, des pertes matérielles et pertes de prestige, au point que Trezel, qui commandait l'expédition, en a payé chèrement le prix. Voilà ça, avant d'arriver à la bataille de Sidi Slimane. C'est Ibrahim, vous dites. Donc, avant d'évoquer la bataille de Sidi Ibrahim, de la Makta, oui, c'est-à-dire la France va conclure un traité avec les tribus Mkhzen, le traité du Fudier en 1835, qui scellait l'alliance entre les tribus Mkhzen et la force coloniale. Et ça va beaucoup influer sur le cours de l'histoire et de la résistance de l'émir Abdelkader. Juste après ce traité entre Douaïr Ismaila et le général Clausel, donc Mascara va être assiégé et incendié, et l'émir va être obligé de quitter Mascara et sortir de Mascara. Donc, et le cours de la résistance va changer. D'ailleurs, si vous permettez, il n'a pu reprendre une expédition et s'installer à Mascara qu'en 1841. C'est dire la qualité de la résistance qui prévalait à l'époque. De 1835 à 1841. Abdelwahab Belgharas, donc vous voulez revenir sur l'organisation de la résistance et ces prouesses militaires qui seront gagnées grâce à cette organisation de l'émir. طبعا إضافة إلى ما قيل أردت أن أشير إلى نقطتين عندها علاقة بالجانب الصوفي الروحاني والديني. أولا الأمير عبد القادر كان يجمع بين السيف والقلم كما يقال، يحارب والكتب معه، هذه مسألة مهمة، أنه كان يطالع بقوة، مفهوم العلم كان يرافقه زيادة عن تدينه. وكان شاعر، وفي أحد الأبيات الشعرية يقول بأن عادة الجيوش أو عادة القائد أنه يحمى من طرف الجيش، بينما عند الأمير العكس، هو الجيش هو الذي يحمي جيشه. هذه نقطة مهمة، كيف استطاع أن يؤثر في الجيش.
Et هو l'organisation يقول de l'Azmala, ثم الأزمالة هذا مفهوم الدائرة وهو مفهوم مهم جدا عند ابن عربي وما يسمى بالتصوف الفلسفي بصفة عامة انطلاقا من الآية الكريمة كما بدأكم تعودون، يعني نقطة البداية هي نقطة النهاية، وهذا الذي حير. يعني الرمزية هي رمزية إسلامية روحية وصوفية. هذا وضع نظام الزمالة اللي هو نظام الدائرة. وهذا سوف نجده في المواقف فيما بعد، أن الوجود عبارة عن دائرة بدايتها عين نهايتها، بمعنى وهذا أيضا مهم من الناحية الديمقراطية، شوف بأن ما كانش تراتب، بمعنى كلنا ننطلق من البداية ثم المسألة وهكذا. يعني حتى مع الجيش نتاعه كان فيه نوع من بين قوسين، يعني نقول شيء ماشي مفهوم الديمقراطية بمعنى أن كل الناس، يعني العلاقة كانت أفقية ولم تكن عمودية. يعني الجلسة هذه نتاع الدائرة الحلقة كما يعرف عندنا هي فيها جانب من المساواة، لأننا نبدأ من هذه النقطة ثم نتج، وهذا مأخوذ من المعنى الروحاني طبعا نجده عند ابن عربي ويجسده فيما بعد الأمير عبد القادر. Il y a un deuxième point, c'est le choix des vêtements. L'émir s'habillait comme tout le monde, également, n'est-ce pas? طبعا وهنا فيه جانب يعني الانثروبولوجي وفيه جانب روحاني. طبعا هو الجانب الانثروبولوجي مهم جدا، نجده عند الامير، نجده عند تقريبا كل زعماء المقاومه، وربما نجده حتى فيما بعد في 54 في الثوره. يعني الحفاظ على هذه المظاهر، وطبعا حتى الغربيين اللي يتكلموا على هذه المساله فيه جانب يعني المحافظه، يعني انك تلبس مثل جميع الناس وتحافظ على لباسك التقليدي، هذا أيضا شكل مهم من أشكال المقاومة. طبعا العبقرية نتاع الأمير هي هذه العبقرية الدينية التي جعلته دائما بمعنى تواضعه لأقصى درجة، يأكل مع الجميع. ثم الأسرى بعد كانوا يأكلون مما يأكل. الأم نتاعه هي اللي كانت توكل الأسرى، فما بالك بالجنود اللي معاه، بمعنى أنه كان يأكل مع الجميع ويلبس مع الجميع أو مثل الجميع ويحارب مثل الجميع، ولم تكن له تلك الميزة. وأعتقد أن هذه المسألة هي التي استطاعت أن تؤثر كثيرا في الجيش في المعارك، رغم أن طبعا القوة مع الاستعمار الفرنسي كانت متفاوتة جدا، ولكن هذه القيمة الأساسية وهذا الجانب أيضا الجانب المهم الجانب التقليدي اللي هو المحافظة على هذه الأشكال، أعتقد أنه مكنه من هذه الميزة واستطاع أن يقاوم كل هذه السنوات. Abid Sultan, pour rester donc dans cet esprit de la résistance, donc on va évoquer avec vous ce deuxième exemple, cette prouesse militaire, la bataille de Sidi Ibrahim. On est en septembre 1845. Et l'émir était affaibli parce que c'est une bataille qu'il va mener après la prise de l'Asmala dont on parlait à l'instant. Oui, pour rebondir sur la conception et l'organisation de l'Asmala de l'Amir Abdelkader, elle répondit plus à une conception sophie et herméneutique. C'est-à-dire ça reflète une dimension sophie chez l'Amir Abdelkader et qui a été influencée dans cette organisation, conception, par Mahidine Ibn Arabi dans cette organisation. Concernant la bataille de Sidi Ibrahim, qui était le dernier grand fait d'armes de l'émir Abdelkader contre le colonialisme français, dans une époque où tout le monde croyait que l'émir Abdelkader était anéanti, affaibli. Puis il va rebondir grâce à une action militaire des plus prestigieuses, je dirais. Au 19e siècle. Au 19e siècle, par son califat du Gharb, Cheikh Bouhmidi. Oui. Cheikh Bouhmidi, donc face à un général de Montagnac. D'ailleurs, Montagnac, on disait qu'il voulait se mesurer à l'émir. Hein. C'est pourquoi il... Oui, il voulait se mesurer à l'émir Abdelkader parce que c'était un Saint-Syrien, il avait une formation militaire des plus modernes, il utilisait une armée moderne, bien structurée, bien organisée face à l'émir Abdelkader,
Mais l'action de Bouhamidi était fatale. Et il a fait prisonnier plus de 300 soldats français. Et cette bataille a marqué l'esprit des militaires français jusqu'à nos jours. Dans les fêtes du 14 juillet sur les Champs-Élysées, il y a toujours un bataillon qui passe, le bataillon Sidi Ibrahim, pour dire à quel point cette bataille a marqué, malgré que les Français ont perdu cette bataille. Mais Ils ont ça a perdu, resté, et de ça quelle les a manière, marqués. c'est-à-dire toute la colonne militaire de Montagnac, y compris Montagnac lui-même, qui va trouver la mort ce jour-là, a été complètement anéantie. Anéanti surtout dans une conjoncture. Bien avant cette bataille, il y a eu la bataille d'Isly. Oui. Donc, juste après la bataille d'Isly, il y a eu la bataille de Sidi Ibrahim. Donc, si on fait la comparaison entre la bataille d'Isly et la bataille de Sidi Ibrahim, il n'y a aucune comparaison. Cette bataille de Sidi Ibrahim, c'est une prouesse militaire et technique qu'a menée l'amir Abdelkader. Et j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a marqué les annales militaires de la France. Monsieur Hadji, vous voulez rebondir par rapport à cette bataille importante? Oui, justement. Bon, bien sûr, chacun a son point de vue. Ouais, cette fameuse bataille de Sidi Ibrahim a été réellement une grande défaite pour le colonisateur français. Et bien sûr, une très grande victoire pour l'émir Abdelkader. Mais moi, ce qui m'a plu dans cette bataille, c'est surtout la mort d'un criminel, un très très grand criminel de guerre, français en l'occurrence, Montagnac, qui se plaisait et qui se vantait et qui l'écrivait. Il se vantait de, comme il disait, de couper les têtes d'Algériens comme il coupait des artichauts. Donc, ça a été un criminel de moins. Et peut-être c'est une des raisons pour lesquelles cette bataille a eu lieu, parce qu'il y avait Montagnac et il y avait un autre, Conrobert. Ouais. Conrobert, bon, celui-là, il n'a pas été tué, il n'est pas mort au cours de la bataille. Mais il a été le premier à avoir inauguré ce qui est communément appelé enfumade. Enfin, enfumade, dans la même région de Chlef, Sbeha, Oui, c'est lui le premier qui a procédé à l'enfumade, au cours de laquelle des centaines d'Algériens ont perdu la vie. Voilà, ça, pour ce qui est de la bataille de Sidi Ibrahim. C'était le temps des grandes révoltes de l'Oranais. Ouais. La révolte de Boumazza en 1845, Boumazza. les enfumades du Dahra par le général Pilissi, les enfumades de Sbeh, et puis la bataille de Sidi Ibrahim. Donc c'était le grand embrasement de l'Oranais. Et c'est pourquoi il va y avoir, M. Hadji, donc une nouvelle mobilisation de l'armée française pour pourchasser l'émir. Ouais, si vous permettez, c'est Hassan. Les Français, je parle du français commun. Ouais. Généralement, ils ignorent. Beaucoup ignorent ce qui s'est réellement passé en Algérie. Ouais. D'autres, bien sûr, ils savent, mais ils essaient de cacher la vérité, mais il y a des traces, voilà. Là, de Montagnac, en train de couper des têtes. Donc c'est une réalité. Je dis ça pour éventuellement nos amis français qui pourraient suivre l'émission. Quand on parle d'oradours, de centaines de milliers d'oradours qui ont C'était comique. c'est une réalité. C'est une réalité. Le Belgras, malgré donc la cruauté de la guerre, l'émir était toujours égal à lui-même. Donc il n'a jamais été quitté par son humanisme, parce qu'il pratiquait cet humanisme. Et il est l'un des fondateurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme, puisqu'il protégeait les prisonniers.
طبعا الجانب الأساسي في هذه القدرة، قدرة الأمير عبد القادر في تمسكه بقيمه الإنسانية في جميع المواقف، وهو يحارب أو في حالة الحرب وفي حالة السلم نفس القيم. وهنا قلت أستحضر صورة يذكرها محمد بن الأمير في كتاب تحفة الزائر في أخبار الجزائر والأمير عبد القادر، عندما في الاحتفالية إطلاق سراح الأمير ويضعنا أمام صورتين، لاموريسيار من جهة والأمير عبد القادر. لاموريسيار يمر بشوارع باريس وكأنه مجنون ولا أحد يبالي به، بينما الأمير أصبح حديث العالم كله. إذن هذه القيم التي لاحظها العسكريون الفرنسيون الأسرى وغيرهم المحاربين، ولاحظها أيضا لأن تعرفوا بلي لامبواز تحولت إلى زاوية، سجن لامبواز زاوية أو مؤسسة علمية كانت تدرس فيها كل العلوم التقليدية وكانت عندها الفرصة للمطالعة. هو يقول بأن المحنة تحولت إلى منحة، يعني محنة الأسر حولها كخلوة، ومفهوم الخلوة مهم جدا عند رجال التصوف، يعني خلوة للتفكير والتأمل والمطالعة والمحاورات. يعني أول إرهاصات الحوار الديني بدأت فيه وهو أسير مساجين في لامبواز، فيما بعد مع القساوسة وبعض الغربيين الذين كانوا يتحاورون معه ثقافيا ودينيا حول. تعرفوا بلي المقراض الحاد كتابه المقراض الحاد كتبه في لامبواز، يعني يرد على أحد القساوسة الذي يتهم الإسلام بأنه دين الغدر والحيلة وإلى آخره. فهو يتحدث في هذا الكتاب وكأنه يعود بنا إلى مواقفه الدينية والإنسانية والحضارية والعالمية أثناء مقاومته للمستعمر الفرنسي. فهو يتحدث عن مفاهيم مهمة، قيمة الإيثار والإحسان إلى الآخر والتعامل معه، ثم يتحدث عن التعايش. إذن هذه عندما نربط هذا الحدث اللي وقع أثناء إطلاق سراحه من طرف نابليون III بمواقفه الإنسانية، نفهم بأن هنا ربما الدارسين للتصوف وبعض الأنثروبولوجيين يربطون هذا بالمراحل، لأن الجانب الروحاني هو عبارة عن مقامات. طبعا أكيد هناك أشياء هو يتكلم عن هذا، يقول بأننا في كتابه المواقف فيما بعد يوضح هذه المسائل. ولهذا نعرف بأن هناك الحديث المشهور عند المتصوفة أن الجهاد بالسيف ما هو إلا جهاد أصغر، بينما الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، والذي يتغلب على نفسه هو الذي يستطيع أن يتعامل مع الناس بهدوء. بمعنى ما كانش لا توجد أنانية أو ذاتية، يعني يتعامل حتى في أكبر معركة لا يظلم. Nous reviendrons avec vous donc sur ce livre important, le Kitab al-Mawaqif, le livre des Altes, après une petite pause et durant la troisième partie de cette émission. Retour donc au plateau consacré à l'histoire, au parcours de l'émir Abdelkader ici au musée du Moudjahid de la wilaya de Mascara. Nous avons évoqué la Moubaïa dans une première partie. Une deuxième partie, nous avons évoqué les prouesses militaires de l'émir Abdelkader. Maintenant, nous allons revenir sur la portée, la dimension universelle, la dimension internationale de l'émir Abdelkader. Je commence avec vous, Abed Sultana. Vous savez que l'émir, malgré son arrestation, son emprisonnement, il n'a pas perdu de son aura. L'émir Abdelkader, justement, après sa libération en 1851 par Napoléon III, son aura va franchir tous les espaces, que ce soit en Algérie, en France, en Europe, ou au Moyen-Orient. Et dans le monde, aux Amériques. Dans le monde, bien sûr. Mais je voudrais souligner
une remarque. Les premiers qui étaient fascinés par l'émir Abdelkader, c'est bien les Français, ses adversaires. À tel point que le narratif colonial a voulu approprier l'image et l'histoire de l'émir Abdelkader. Comment, en 1852, dans l'encyclopédie des célébrités militaires de Charles Mullier, on trouve l'émir inséré et catalogué dans cette encyclopédie comme étant un personnage militaire qui appartient à la France. Et ça reflète à quel point l'émir était présent dans la conscience et la mémoire des militaires français. Même Pierre Bellemare, Hudson Bellemare, quand il a écrit la biographie de l'émir Abdelkader, il a insisté sur les prouesses militaires de l'émir Abdelkader, comme c'est d'une façon un peu étrange. Le narratif colonial, il insistait beaucoup sur les prouesses militaires de l'émir Abdelkader, comme si ils veulent biographier le 28 pour bien célébrer le vainqueur. C'est-à-dire, ils ont bien biographié l'émir Abdelkader pour bien, qui était à leurs yeux vaincu, pour mieux célébrer le vainqueur qui est l'armée coloniale. Donc, cette appropriation de l'image et de l'histoire de l'émir Abdelkader dans le narratif colonial va poursuivre jusqu'à 1925 avec Paul Hazan, qui a écrit un ouvrage intitulé « L'émir Abdelkader du fanatisme musulman au patriotisme français ». Donc, et dans cet ouvrage, Paul Hazan, qui était chargé des archives militaires en France, nous dresse un portrait de l'émir Abdelkader comme étant un chef religieux, pas un chef militaire ou un chef d'État. Et dans l'ambiance des centenaires de la prise d'Alger, cet ouvrage a été écrit dans l'ambiance disons, dans les cahiers du centenaire de la prise d'Alger. Et on attend jusqu'à 1946 avec Mohamed Cherif Sahli qui va rétablir la réalité de l'émir Abdelkader en écrivant son ouvrage célèbre « L'émir Abdelkader, mythe français et réalité algérienne », où il va déstructurer toute la doxa coloniale concernant l'émir Abdelkader. Et cette reprise de l'histoire et de l'image de l'émir Abdelkader va continuer avec le mouvement national algérien et avec l'État algérien indépendant, où on trouve l'État algérien adopte la biographie de Churchill concernant l'émir Abdelkader pour s'opposer à la biographie qu'a réalisée Hudson Bellemare et Paul Hazan. Donc l'émir Abdelkader, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Français, ils étaient les premiers qui ont été fascinés par l'émir Abdelkader. Et l'émir Abdelkader était un personnage multidimensionnel. Il y a le culturel, il y a le religieux, le soufi, le militaire, le diplomate. Donc, et c'est pour ça qu'il était... Et politique, un fin politique. Un fin politique. Il était un fin politique et il était de toutes les batailles. Même la bataille de Canal du Suez, il était. Nous allons y revenir. Donc, cette dimension, M. Hadjaï, ce qui vous fascine également, c'est ces facettes qui caractérisent un seul homme. Vous savez, quand on a un témoignage d'un proche, Oui. et il est tout à fait naturel qu'il vous magnifie, qu'il parle de vos qualités, qu'il tait tous les défauts que vous avez. Ouais. Mais ce sont des fois ces ennemis. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi, oui. Et là, et quel ennemi? Oui. Là, c'est le ministre de la guerre et président du Conseil des ministres français en 1843, Ouais. le maréchal Soult. Voilà ce qu'il dit. Il n'y a présentement dans le monde que 3 hommes auxquels on puisse accorder légitimement la qualification de grand.
et tous trois appartiennent à l'islamisme. Ce sont Abdelkader, qu'il cite en premier, Mohamed Ali en deuxième position et Chamil en troisième position. Et là, ce n'est pas par ordre alphabétique, hein? C'est par ordre d'importance, puisque c'est d'abord l'émir Abdelkader, la lettre A, puis Mohamed Ali, la lettre M, pour revenir à Chamil, la lettre C. Le deuxième témoignage, alors là, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est au niveau international. Parce qu'il a fasciné, avant donc, je vous reprends juste la parole pour dire qu'il a fasciné en même temps, non seulement les Français, ses ennemis, les Anglais, les Américains, et d'autres. Ah là, enfin, c'est parce qu'on est pris par le temps. Là, vous savez, vous avez parlé de l'Amérique, des Américains. Oui. Nous avons une ville, enfin, aux États-Unis, qui porte son nom. Son nom. Ce n'est pas Abdelkader, mais comme ils l'ont justifié, ceux qui ont donné le nom Kader, c'est parce que le nom leur a paru très long. Alors, ils ont opté pour Kader. Là, les exemples sont très, 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 très nombreux. Donc, l'autre témoignage que vous voulez. Donc, le dernier en date, c'est en 2013, lorsque son buste, et depuis, il trône aux côtés du fondateur du Croissant, plutôt de la Croix-Rouge. 2013, et nous avons, là c'est une reconnaissance internationale. Ce n'est ni française, ni anglaise, italienne. Vous avez d'un côté le buste d'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, et de l'autre, celui de notre émir. Dans les livres, le livre plutôt, donc Kitab al-Mawaqif, l'émir, donc il suffit de lire pour comprendre justement cette dimension internationale, universelle de l'émir Abdelkader, n'est-ce pas طبعا نضيف فقط أن في 2006 في جنيف اعترف يعني كأنهم وضعوا كرسي للأمير وفي علاقته بحقوق الإنسان حتى نوصل، لأن الجانب المهم ونحن ندرس العرفان أو التصوف شبيه بما يسمى في الفلسفة الفينومينولوجية، معنى الذات والموضوع واحد، معنى أن الأمير كان يكتب ويطبق ويجسد، يعني وهو يجسد القيم الموجودة في كتبه. تسمى مرحلة دمشق وهي مرحلة النضج في التصوف، أنه بقى 3 سنين في بروسا في تركيا، وكان يدرس ودار دروس في المساجد إلى آخره وتعرف على الناس. الآن عندما جاء إلى دمشق، وهنا سوف طبعا يرجع لها الفضل في أن أول محققين لابن عربي طبعا الفتوحات المكية، والمواقف تقريبا شبيه بكتاب ابن عربي حول الفتوحات المكية. إذن في المواقف سوف يتحول إلى ما يمكن أن نسميه بالعالمية، يعني يولي رجال، يولي لوم يونيفرسال كما نقولوا، الإنسان الكامل أو الإنسان أو لوم بارفي، البعض يترجموه بمعنى الإنسان الكامل هو مفهوم عند ابن عربي 7 قرون. ولهذا عندما نتحدث الفرنسيين مثلا الذين يريدون أن يتبنونه ليقولوا باللي صديق فرنسا، يعني هذه، وهو كان ذكي في 1860 عندما سئل عن موقفه طبعا الدفاع عن المسيحيين قال إنه موقف الإسلام، قمت بهذا لأن الإسلام يأمرني بالدفاع عن المظلوم سواء كان مسيحي أو يهودي أو وحقوق الإنسانية. طبعا استعمل كلمة حقوق الإنسانية، وهنا البعد الإنساني الذي يظهر عليه. ثم ربما سوف يتحدث الأستاذ عن حادثة قناة السويس، يكاد يعتبر رجل الدين الوحيد إذا جاز استعملنا هذه الكلمة. في الفقهاء كلهم في تلك الفترة لم تكن لهم هذه النظرة الاستشرافية في فتح قناة السويس، والوحيد الذي كانت له رؤية استشرافية، مثلما كانت له رؤية استشرافية وهو في لبنان وفي فلسطين. كان يحذر الفلسطينيين في تلك، وهذه نجدوها عند ابن البيطار يذكرها، من بيع أراضيهم لليهود، وكأنه كان يستشرف
ما سوف يقوم به اليهود فيما بعد في السيطرة على فلسطين. إذا النظرة الاستشرافية، وهنا ما يسمى ببرزخ البرازخ في المفاهيم، بمعنى أنه الاسم لزسم، يعني وهو نستطيع أن نستنبط منه هذه الروحانية الشرقية التي طبعا هو بقدر ما أعجبته بعض المظاهر الغربية، طبعا الحداثية، مظاهر الحداثة، بقدر ما كان يتمنى أن تسبغ هذه المظاهر بصبغة روحانية. هو دائما كان وهذا هو المنهج الصوفي، كان يريد أن يعطي الطابع الروحي، وهذا الطابع الروحي هو الذي جعل منه ما هو عليه. بمعنى لأن الفكرة الأساسية عند الأمير عبد القادر وعند ابن عربي وعند رجال العرفان بصفة عامة هي أن الخلق كله عيال الله بغض النظر عن الديانة، وبالتالي ينبغي، بمعنى أننا هناك ما يسمى بالتجليات، أن البشر كله تجليات لأسماء الله، سواء كان ملحدا أو مسلما أو يهوديا. وهذه الفكرة هي المهمة التي اشتغل عليها كثيرا الأمير، وبهذا لا يحق لك أن تعامل أي إنسان مهما كان معاملة غير لائقة. وبالتالي هذا الجانب يعني موجود في التراث التقليدي الصوفي، وهذا هو الأهمية أو العبقرية التي كانت عند الأمير، زيادة عن كونه أيضا طبعا كما ذكر الأستاذ قبل قليل يعني نسبه الشريف أعطاه قيمة في دمشق، ولكن أيضا أفكاره، وعندما طبعا بعد 1860 عندما أصبح له صيت في العالم كله من الملوك والرؤساء نتاع الغرب آنذاك، ولكن كان دائما يركز على أن هذه المواقف وهذه القيم مرتبطة بتقاليدنا الدينية الإسلامية وبهذه الروحانية التي استمدها من دراسته وبلوغه ما يمكن أن نسميه بالولاية لاسونتيتي، بأن الأمير عندما نتكلم عن الإنسان الكامل، لماذا؟ لأنه استطاع أن يصل، وهنا عندما استطاع أن يصل قال مقولته المشهورة طبعا، وهذه لم يقولها من باب الضعف ولكن من باب القوة: لو أصغى إلي النصارى والمسلمون وغيرهم لاستطعت أن أوحد بينهم ولكن لا يصغون. بمعنى استطاع أن يقوم بدور أساسي، بدور مهم جدا، لو وجد من يسمع إليه حتى يوحد بين هذه الإنسانية، حتى طبعا تكون يسود السلام الحقيقي الذي كان يسعى دائما إليه بين الإنسانية. Il agit ici, à mon avis, selon la fameuse trilogie Sophie, التجلي والتحلي والتخلي. Justement, et il l'a démontré lorsqu'il va prendre position, comme il l'a si bien souligné, par rapport à la faisabilité, par rapport à la réalisation du canal de Suez. Il était présent, il était consulté, et puis il a été un invité d'honneur lors de l'inauguration de ce gigantesque projet à l'époque. Et pour le projet du canal de Suez, l'émir, on sait très bien que l'émir Abdelkader avait une relation très particulière avec Ferdinand de Lesseps, le concepteur et les réalisateurs du canal de Suez. Parce que Ferdinand de Lesseps rendait visite à l'émir Abdelkader à Pau, quand il était à Pau, emprisonné ou assigné à résidence à Pau. Il lui rendait visite, il échangeait avec lui ses projets, ses vues pour le Moyen-Orient, pour l'Égypte. Et l'émir Abdelkader a fait beaucoup pour la réalisation, pour que ce projet soit réalisé par Ferdinand de Lesseps. Et il est intervenu surtout auprès du Khdiwi Ismail, le sultan d'Égypte à l'époque, parce que l'émir Abdelkader, à mon avis, il considérait ce projet de canal de Suez dans une conception humaniste et spirituelle, outre la dimension économique. C'est-à-dire, il adhérait à toute initiative qui va dans le sens
du confort de toute l'humanité, non pas de sa communauté, comme on dit. Oui, il a toujours, l'émir Abdelkader, quand il a rendu visite à Napoléon III, parce qu'il est au jardin de Tuileries, donc il a visité l'imprimerie nationale, il est allé à Londres, il a visité le Muséum d'histoire naturelle de Londres. Il était toujours fasciné par la modernité occidentale, mais il insistait surtout d'imprimer cette modernité occidentale par l'aspect spirituel et l'aspect humain. Il n'a jamais quitté, bien abandonné ni ses origines ni sa famille. C'est-à-dire il avait maintenu ce lien entre l'universalité et son origine et sa famille. D'ailleurs, quand il sera déporté, parce qu'il a été déporté, c'est le cas de le dire, hein, Ouais, il était déporté en 1847, il sera accompagné par ses proches et sa famille. Vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé travaillé sur ce thème. Oui, il était lors de ses négociations avec le général de la Mauricière pour mettre terme aux hostilités. L'émir n'a pas négocié sa reddition. Il a négocié l'arrêt des hostilités. Donc, contrairement à ce qu'on voit, à ce qu'on dit, à ce qu'on raconte, que l'émir a fait sa reddition, moi, étant qu'historien, chercheur, je confirme d'après les archives, d'après les documents que j'ai pu consulter, l'émir a négocié l'arrêt des hostilités et n'a pas négocié sa reddition. Et la preuve, c'est quoi? La preuve, il a imposé ses choix, il a imposé ses conditions au général de la Mauricière pour mettre un terme aux hostilités. Donc, et parmi ces conditions, c'est qu'il soit accompagné par toute sa daïra, qui comptait à l'époque à peu près 102 personnes. 102 personnes qui ont accompagné l'émir Abdelkader vers son exil. Il y avait ses haras, ses cadis, ses oulémas, ses tolbas. Et puis, et quand il est arrivé à Toulon, l'émir se croyait que c'était une halte vers Saint-Jean d'Arc ou vers Alexandrie. Et il ne savait pas à l'époque que la France avait trahi sa parole qu'elle avait donnée à l'émir Abdelkader de le transporter vers le Moyen-Orient. Mais en foulant le sol de Toulon, l'émir Abdelkader, j'ai une lettre que j'ai publiée dans une revue où l'émir Abdelkader remercie le capitaine de la frégate l'Asmoudi qui l'a transporté du port de Razawat à Toulon, d'avoir eu le traitement privilégié avec ses compagnons. Parce que l'émir, en arrivant à Toulon, il se croyait à l'époque qu'il était dirigé vers le Moyen-Orient, mais c'était purement une déportation de l'émir Abdelkader. Déportation, mais qui ne va pas entamer sa conception, donc à l'époque. Oui, encore une fois, on revient à ce moteur intérieur qui le faisait agir, à savoir l'islam et les préceptes de l'islam. Tout à l'heure, on a parlé des événements de Syrie en 1860. Et là, je vais profiter de l'occasion pour éclaircir un point. À savoir que, après avoir pris la défense Des chrétiens, donc, à l'époque. des chrétiens de Syrie, grâce à sa force morale d'abord, Oui. hein, il avait été félicité par tous les pays concernés, dont la France, qui lui avait octroyé une médaille, la médaille de la Légion d'honneur. Bon, c'est vrai qu'il apparaît dans plusieurs photos avec des médailles, dont celle de la France. Certains et qui sont excusables par ignorance, mais d'autres par calcul.
ont pris le mot Légion d'honneur, médaille de la Légion d'honneur, attribuée à l'émir Abdelkader, comme quoi c'était pour service rendu. Or, il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. J'ai ici, moi, le document, le décret impérial signé par Napoléon III, justement concernant cette attribution de la Légion d'honneur. Voilà, je vais vous en donner un exemplaire. Je lis pour tout le monde. Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut. Voulant donner à l'émir Abdelkader un témoignage des sentiments que nous a inspiré sa noble conduite à Damas. Donc il n'y a absolument aucun lien avec l'occupation et la colonisation française. Exactement. C'est clair, comme on dit, comme de l'eau de roche, je répète, en témoignage des sentiments que nous a inspiré sa noble conduite à Damas. Donc l'émir Abdelkader est élevé à la dignité de Grand Croix de notre ordre impérial de la Légion d'honneur. J'ai ce point-là. Un autre point, l'émir Abdelkader, concernant les femmes. Quand je dis les femmes prisonnières. À la différence de Montagnac, dont on a parlé tout à l'heure, qui se permettait même de les vendre comme des esclaves. Et il écrit, c'est écrit noir sur blanc. Lui, non. Il exécrait d'avoir à emprisonner des femmes. Et là, c'est le témoignage de Henry Churchill, qui a écrit un ouvrage sur sa biographie. Je lis encore une fois. Un jour, la cavalerie d'un de ses califats lui ramena comme une brillante capture 4 jeunes femmes. Il se détourna en signe de dégoût. Et voilà le plus important. Les lions, dit-il, en guise de sarcasme, les lions attaquent les animaux qui savent se défendre. Les chacals se rabattent sur les autres. Principe même de l'islam, la valeur, le respect qui est dû à la femme, la place de la femme dans la famille, dans la société. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement, M. Boukhazm Hadjaïl. Je tiens à vous remercier vivement, M. Abdou Belrabas. Je tiens à vous remercier également vivement, M. Abd Sultana. Je remercie l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Je remercie également le directeur du musée d'El Moudjahid de la wilaya de Mascara. Je remercie le directeur des Moudjahidines de Mascara, le directeur de la culture de la wilaya de Mascara et enfin le wali de Mascara. Excellente soirée et à bientôt.